Bien, messieurs, dames, bonsoir. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette table ronde qui a pour objectif d'essayer de discuter un petit peu avec vous ce soir ce que la science et l'homme scientifique donc, peut mettre en œuvre au service de la biodiversité. Les questions qu'on s'est un petit peu posées lorsque nous avons travaillé en réunion tous ensemble pour préparer cette table ronde, c'est autour de la biodiversité finalement de savoir pourquoi la conserver, pour qui la conserver, comment est-ce qu'il faut la conserver et à quelle échelle il faut la conserver. Et en fait, les principales choses que nous allons discuter ce soir avec vous sont quels sont les apports de la science à la connaissance, à la préservation, à la valorisation éventuelle et surtout à la conservation de la biodiversité et plus particulièrement ce soir à la biodiversité néo-calédonienne. Pour discuter de tout ça, ce soir nous sommes 6. Donc par ordre alphabétique, le professeur Hamid Amir, qui est microbiologiste ici à l'UNC, moi-même qui suis biochimiste à l'UNC, Bruno Fogliani, qui est écologue à l'université, Gildas Gadblé, qui est botaniste à l'Institut agronomique calédonien, Charline Henry, qui représente ce soir le monde associatif, qui est spécialisé dans les questions de conservation et de restauration au sein de l'association Noé, et Claude Perry, qui est biologiste marin à l'Institut de recherche et de développement de Nouméa. Alors, le plan qu'on vous propose de suivre, mais bien sûr, c'est d'autant plus vrai qu'on n'est pas nombreux, ça doit être une séance absolument interactive, est le suivant. Moi, je vais poser un petit peu le cadre. Alors, pour ceux qui m'ont déjà entendu tout à l'heure, il y aura quelques notions qui vont être reprises et quelques chiffres que je n'avais pas encore donnés. Puis, on discutera de l'importance de la connaissance en partant de la mer à la terre, avec notamment un focus sur les échelles spatiales et temporelles de la science. Enfin, on verra un exemple de transfert de la recherche à l'application avec un exemple de programme mené par l'association Noé, un petit film. Et puis, les besoins de connaissances pour pouvoir conserver et restaurer efficacement les écosystèmes néo-calédoniens. Et puis, tout au long de cette séance, eh bien, comme je le disais, on est ici pour débattre avec vous. Alors d'abord, quelques notions et quelques chiffres essentiels autour de cette biodiversité. Donc la biodiversité, c'est un terme qu'on utilise sans trop savoir forcément ce que c'est. On dit biodiversité ou diversité biologique. Ça représente la diversité des espèces vivantes, tous les êtres vivants finalement qui vivent dans un milieu. Ce milieu, on l'appelle le biotope. C'est tout ce qui est composant finalement non vivant de l'écosystème qu'on va regarder, c'est-à-dire les roches, l'eau, l'air, etc. Et l'ensemble être vivant plus biotope, ça constitue ce qu'on appelle un écosystème. Sachant que selon le type d'être vivant et le type de milieu et les conditions, etc., on va trouver différents types d'écosystèmes, par exemple des écosystèmes aquatiques, lorsque le biotope est couvert d'eau. Là, j'ai mis un exemple d'écosystèmes aquatiques marins type récif, mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y a des écosystèmes d'eau douce, par exemple, etc. Il y a tout ce qui est écosystème terrestre, lorsque le biotope n'est pas couvert d'eau. Là, j'ai mis un exemple de maquis minier, mais même dans les biotopes des écosystèmes terrestres, on va trouver différents types d'écosystèmes extrêmement variés. Et puis, il y a des écosystèmes à l'interface, qui sont dits mixtes. Et le plus célèbre, certainement ici en Nouvelle-Calédonie, est la mangrove. Alors, cette biodiversité, ces écosystèmes, nous rendent de nombreux services. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et ces services qui sont rendus à l'homme par les écosystèmes, c'est ce qu'on appelle des services écosystémiques. Alors ici en Calédonie, c'est assez facile de comprendre en 2 secondes cette notion d'écosystème, coup de pêche, coup de chasse, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, ce qui s'appelle des services de prélèvement. L'homme peut prélever directement dans la nature un certain nombre de sources d'alimentation. Ça, c'est un exemple de service rendu par les écosystèmes à l'autre. Puis il y a des services qu'on voit moins bien, par exemple la pollinisation par les insectes pollinisateurs, un certain nombre d'oiseaux, mais qui sont indispensables à la vie humaine. Une bouchée sur 3, je le disais, des aliments qu'on ingère, nous, l'être humain, viennent directement et dépendent de cette activité de pollinisation. Et donc, des services écosystémiques, il en existe tout un tas de sortes qui ont été classées, rangées par les biologistes, des économistes, etc., des groupes de travail, qu'on connaît directement ou qu'on ne soupçonne pas, par exemple l'utilisation du bois pour se chauffer ou la recherche de molécules qui peuvent nous permettre de développer de nouveaux médicaments, etc. Et donc, cette biodiversité,
et les nombreux services qu'elle nous rend, actuellement, elle s'érode. Elle est très affectée par un certain nombre de choses. L'année dernière, vous ne l'avez peut-être pas suivi parce qu'on peut s'intéresser ou non à ces questions, mais a été rendu un rapport très important, le rapport de l'IPBES. Alors l'IPBES, c'est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et justement les services écosystémiques. Alors c'était un très très gros rapport réalisé par 145 experts qui venaient de 50 pays. Ils ont passé en revue plus de 15 000 publications, rapports, sites web, etc. Et globalement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bon ben, c'est grave ce qui se passe. La nature décline globalement à un rythme sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Le taux d'extinction des espèces s'accélère, ce qui provoque dès aujourd'hui des effets qui sont graves pour les populations humaines du monde entier. Et ils ont notamment récapitulé un petit peu toutes leurs données sous forme d'un poster avec des chiffres clés que je ne vais pas tous détailler, mais ils ont montré que le réchauffement climatique, c'est plus 0,87 degrés, ça existe, augmentation du niveau des océans, disparition d'un certain nombre de zones, par exemple océaniques. Sur les 8 millions d'espèces animales et végétales sur Terre, il y a 1 million qui sont menacées. Certaines sont tellement menacées qu'elles sont au bord de l'extinction. Par exemple, 40% des amphibiens sont au bord de l'extinction, etc., etc. Et si ça touche les insectes, dont 10% sont menacés d'extinction, ben vous voyez, ça peut être très grave, parce que je vous ai dit, dans les insectes, il y a les pollinisateurs. Les pollinisateurs, ils nous servent à manger. Si il y a des pollinisateurs qui disparaissent, eh bien, la situation de l'alimentation humaine, sachant qu'on a déjà 11% des gens qui sont sous-alimentés dans le monde, peut encore s'aggraver, etc., etc. Je ne veux pas que tout le monde se suicide en sortant d'ici, donc je vais arrêter. Mais le constat, il est quand même alarmant. Et donc, globalement, il conclut en disant qu'il y a des menaces très fortes qui pèsent sur cette biodiversité et sur les services qu'elle nous rend. Et c'est particulièrement flagrant sur les écosystèmes insulaires, d'accord, qui sont des réservoirs très importants de biodiversité, soumis à de très fortes pressions. Et c'était tellement alarmant ce constat que l'année dernière, ici, en Nouvelle-Calédonie, avec les partenaires du CRESICA, la CPS, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, on a produit une mini-manifestation qu'on a appelée l'IPBES Océania. Il y a eu des spécialistes de la biodiversité de toute la région qui sont venus. Et pendant quelques jours, ils ont travaillé et dressé le même constat pour tous les pays océaniens. Cette biodiversité, elle s'érode et les services disparaissent. Et donc, c'est particulièrement important ici en Nouvelle-Calédonie parce que nous sommes l'un des 36 hotspots, points chauds de la biodiversité mondiale. Vous voyez à peu près comment ils sont répartis. Et la Nouvelle-Calédonie est un hotspot entier. Alors, je ne vais pas redéfinir tout, mais un hotspot, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit de la planète où il y a une concentration très importante d'espèces, en particulier d'espèces endémiques, localisées sur une zone biogéographique restreinte, sur laquelle pèsent un certain nombre de menaces. Donc, en Calédonie, les chiffres de l'endémicité, mes collègues y reviendront, 77% de biodiversité terrestre, taux d'endémisme moyen, 90% sur les écosystèmes miniers, 9 fois sur 10 que vous prélevez une plante sur un écosystème minier, elle ne pousse nulle part ailleurs dans le monde. Même constat au niveau de la biodiversité marine, avec des chiffres que vous répétera ma collègue Claude Perry. Et vous savez tous certainement qu'une partie de cette biodiversité marine, une partie de notre barrière de corail a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus tout ce qui ne se voit pas. Tout ce qui ne se voit pas, je pense notamment à tous les micro-organismes. Je disais tout à l'heure dans ma conférence, il y a plus de micro-organismes dans une cuillère de terre qu'il n'y a d'humains sur la planète. Okay. Plus encore, tout ce qu'on n'a pas encore découvert. Mes collègues vont vous dire que tous les mois actuellement en Calédonie, on découvre de nouvelles espèces. Donc, il y a une biodiversité exceptionnelle. Est-ce qu'elle est localisée sur un espace restreint, extrêmement restreint? Est-ce qu'elle est menacée? Clairement. Parmi les principales menaces, le changement climatique, l'urbanisation, l'exploitation, qu'elle soit minière ou qu'elle soit liée aux habitudes de vie de la population, les feux, c'est un grave fléau en Nouvelle-Calédonie, Bruno y reviendra, je crois, particulièrement, les espèces invasives, par exemple le cerf rusa qui détruit les écosystèmes, et l'érosion, qui 28% de la surface de la Nouvelle-Calédonie est soumise à l'érosion. Et donc, la Nouvelle-Calédonie, ce qu'on dit d'elle, c'est qu'elle abrite une biodiversité qui est rare et qui est extrêmement menacée. Et c'est cette biodiversité que les scientifiques, en particulier de Nouvelle-Calédonie, étudient afin de mieux la connaître,
de mieux la comprendre, de mieux la préserver et de mieux l'utiliser. Et notamment les collègues qui sont ici présents, hein, qui font tous partie du consortium de recherche, d'enseignement supérieur et d'innovation calédonien qui regroupe tous les enseignants-chercheurs et les chercheurs de Nouvelle-Calédonie. Mais dire qu'on va étudier la biodiversité, c'est bien pour la préserver, les objectifs sont louables, c'est formidable. Mais ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement facile à faire. Pourquoi? Parce que la biodiversité, vous voyez, elle a tout un tas d'échelles d'études. Est-ce qu'on doit étudier les gènes d'un individu, ou plutôt l'individu en entier, ou est-ce qu'on doit étudier une espèce, ou un ensemble d'individus constitutifs de la même espèce qu'on appelle une population, etc., etc., etc. Et donc, vous voyez, étudier la biodiversité scientifiquement, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, c'est très chronophage. Et c'est extrêmement complexe. Et ce qui est bien important de comprendre, c'est que le temps de la science et l'échelle d'étude de la science, c'est quelque chose qui lui est propre et qui rend parfois les études longues et complexes. Parce qu'il ne faut pas étudier juste le poisson, il faut aussi savoir ce qu'il mange, à quelle température il va bien, etc. Et donc, ce que nous vous proposons de discuter, en vous présentant un certain nombre de choses successivement, c'est de vous donner quelques informations sur les façons dont les programmes de recherche sont conçus et dont ils fonctionnent pour essayer de mieux comprendre et d'améliorer notre connaissance de la biodiversité calédonienne. Pourquoi? Parce que cette connaissance est importante tant d'un point de vue fondamental pour nous, hein, il faut comprendre comment fonctionnent les choses pour mieux les valoriser et les conserver, qu'appliquer, c'est-à-dire comment est-ce que les travaux issus de nos recherches peuvent aider les décideurs, par exemple, à prendre des décisions adaptées, à développer des programmes pertinents. Est-ce qu'on peut trouver de nouvelles molécules qui peut-être vont guérir de la Covid ou développer de nouvelles technologies innovantes de dépollution des environnements, etc., grâce à la science. Et donc, maintenant que je vous ai donné ces notions clés, je vais passer la parole à Madame Claude Perry de l'IRD. Merci Valérie. Bonsoir à vous tous. Donc moi, je vais vous parler plus précisément du domaine marin. Alors, il faut que je trouve... voilà. Donc, comme l'a dit Valérie, je suis directrice de recherche à l'IRD. Ma spécialité sont les récifs coralliens. Et dans les récifs coralliens, je m'intéresse plus particulièrement aux algues. Et donc, je vais vous parler un peu d'algues au cours du développement de l'exposé. Alors, on a parlé tout à l'heure de hotspots qui s'appliquent dans le domaine terrestre. On n'utilise pas ce terme pour le domaine marin. Et il n'en demeure pas moins que la Nouvelle-Calédonie, et en particulier ses récifs et ses lagons, sont un haut lieu mondial de la biodiversité. Alors, vous connaissez tous, hein, plus ou moins, les fonds magnifiques, hein, tant en biomasse qu'en diversité. Et ce que je vais essayer de vous expliquer rapidement, c'est pourquoi c'est un haut lieu de biodiversité. Alors, sur cette carte qui représente le Pacifique, où vous avez les différents archipels qui sont représentés, vous avez un magnifique triangle rouge que l'on appelle le triangle de corail. Et il est rouge pourquoi? Eh bien parce que c'est une zone d'accumulation particulière de biodiversité. C'est un des centres les plus riches au niveau mondial pour la biodiversité, en tout cas marine. Et si vous regardez le camailleux de couleurs, vous voyez que les couleurs s'atténuent en allant vers l'est. Et cette atténuation des couleurs vers l'est rend compte de la diminution du nombre d'espèces lorsque l'on s'éloigne de ce triangle de corail. Et ici est représenté ce que l'on observe sur les coraux et le nombre de genres, de coraux. Donc vous avez dans le triangle de corail, 70 genres de corail, alors que lorsque vous allez plus à l'aise vous rapprocher de Clipperton, eh bien vous avez moins de 10 genres de coraux. Alors la Nouvelle-Calédonie, qui est représentée dans le cercle blanc ici, eh bien, vous voyez qu'elle flirte avec ces couleurs chaudes et c'est pas anodin, il y a des raisons pour cela. Alors les raisons, c'est que d'une part, elle est dans la zone intertropicale et elle est proche de la zone tempérée, donc ce qui va lui conférer
un certain nombre d'affinités tempérées, tout en ayant des affinités tropicales. Et vous allez avoir des contrastes importants entre le nord de la Nouvelle-Calédonie et le sud, et avec des flores notamment, et des faunes également, qui sont assez différentes. L'autre chose, c'est que la Nouvelle-Calédonie, elle est située proche du fameux triangle de corail, et cette proximité lui bénéficie puisque vous avez des courants qui vont donc de l'ouest vers l'est, vers le nord et vers le sud. Donc sa position géographique et son histoire géologique contribuent à ce qu'elle soit effectivement un haut lieu de la biodiversité marine. Alors, tout ce que je vous raconte là, bien, c'est tout simplement un siècle et puis plus précisément 50 ans de travaux. Donc, c'est une contribution directe de la science pour justement pouvoir vous raconter tout ce que je vous dis ce soir. Alors, la science donc produit des connaissances, mais comment? Alors, ce qui est important, et Valérie l'a abordé tout à l'heure, la science s'inscrit dans une démarche. Les scientifiques, pour réaliser leur programme de recherche, s'inscrivent et mettent en perspective ce qu'on appelle la démarche scientifique. Et cette démarche scientifique, eh bien, elle doit obéir à un certain nombre d'étapes. Et en ce qui concerne le domaine marin, la première étape, quand on s'intéresse à la Nouvelle-Calédonie, eh bien, c'est la prospection. Donc la prospection qui a pour but eh bien, d'aller dans un maximum d'habitats différents, à des échelles spatiales importantes, puisque c'est 1,3 million de kilomètres carrés que représentent les eaux, l'espace maritime calédonien. Eh bien, pour embrasser cet espace-là, il faut des moyens, et le moyen, c'est un navire. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais la Nouvelle-Calédonie a la chance d'avoir un navire océanographique qui est équipé à la fois de laboratoires, donc il peut accueillir des scientifiques, et de moyens qui permettent donc de prospecter le monde. Alors la deuxième étape, une fois qu'on est embarqué sur ce bateau et puis qu'on a choisi son site d'étude, eh bien ça va être de s'immerger. Donc on s'immerge et en général on étudie ce qui se passe sous l'eau en plongée autonome. Et là donc vous avez un plongeur qui va travailler en particulier sur des algues. Donc j'ai choisi comme exemple un exemple d'algues que j'affectionne particulièrement, qui sont des algues rouges, ces espèces de petits pompons rouges. Et là vous avez 4 de cette biodiversité que l'on découvre au fur et à mesure que l'on découvre de nouveaux sites. Alors la deuxième étape, une fois qu'on a ramassé, qu'on a observé, qu'on a ramené des échantillons au laboratoire, va s'ouvrir une autre étape qui a également une démarche scientifique qui va être celle d'abord du tri, puis chez les algues, on fait des herbiers, comme pour les plantes terrestres. Donc, on va presser les échantillons, mais on va garder une partie de ces échantillons pour les étudier au microscope, qui va nous donner l'image microscopique de ce que sont ces algues. Et on va, avec les outils modernes, faire également de la génétique. Et c'est la confrontation de ces deux approches, et qui est de plus en plus généralisée, qui va permettre et qui nous a permis de dire que tous ces petits pompons cachaient au moins 9 espèces différentes, et la plupart de ces espèces sont nouvelles pour la science. Donc voilà, une contribution importante. Bon, même si les petits pompons rouges, ça ne va pas changer la face du monde, il n'empêche qu'elle contribue à dire que la Nouvelle-Calédonie est particulièrement riche au plan de la biodiversité. Alors, l'ensemble de ces recherches, elles servent, comme l'a dit tout à l'heure Valérie, à être diffusées. On les accumule, mais les garder dans ces placards, ça ne sert à rien. Il faut les diffuser. Et cette diffusion permet une chose quand même extraordinaire, c'est de le partager avec les autres. Et c'est en partageant avec les autres que l'on peut comparer ce que l'on observe. Et typiquement en Nouvelle-Calédonie, en comparant les différents organismes que l'on a étudiés dans les différents groupes, eh bien, on est capable de dire qu'aujourd'hui, on a 20 000 espèces marines qui sont connues. Mais ce qu'il y a d'intéressant de noter, c'est que, décidément, je ne suis pas douée. Comment est-ce que je fais? Non, voilà, excusez-moi, voilà. Il y en a bien plus qui sont inconnus et qui restent à découvrir. Alors, Valérie l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas le répéter, mais l'important, c'est par exemple, sur les 800 espèces de coraux qui sont décrites dans le monde, eh bien, il y en a plus de 400 en Nouvelle-Calédonie. C'est vous dire combien cette biodiversité est riche et importante. Et ce qui est important également de savoir, c'est que tous les jours,
il y a des nouvelles espèces qui sont découvertes. Et on décrit plus de 10 espèces marines par an en Nouvelle-Calédonie. Alors, ces connaissances, elles servent effectivement à dire que c'est riche, c'est beau, c'est diversifié, mais elles sont importantes aussi parce que, surtout au moment où la biodiversité s'érode et où une des menaces importantes est celle de l'introduction des espèces exotiques, eh bien, ça permet justement de surveiller le milieu. Et là, vous avez l'exemple d'une algue, on en a entendu parler avec les problèmes dans l'hippodrome. C'est une algue japonaise qui a été introduite en Nouvelle-Calédonie, qui a été introduite dans le monde entier à cause des ballasts de bateaux. Et donc, c'est grâce justement à la confrontation des observations avec les autres espèces d'ulves qu'on a en Nouvelle-Calédonie qu'on a pu dire qu'elle était une espèce introduite. Et ce qui est important de noter, c'est qu'en métropole, toutes les espèces exotiques qui sont rassemblées dans une énorme base de données montrent que 75% de ces espèces exotiques sont dans les Outre-mer. Donc une menace sérieuse. Alors enfin, le partage des connaissances et le transfert vers les politiques publiques permettent, et là en l'occurrence lors de la création du parc de la mer de Corail, c'est grâce à l'accumulation de toutes ces connaissances, le partage de ces connaissances, que des décisions politiques ont pu être prises. Et donc, l'ensemble de la zone exclusive économique de la Nouvelle-Calédonie, vous le savez, est désormais dans le parc naturel de la mer de Corail. Voilà, donc je vais en finir là pour vous dire que j'espère qu'on aura créé des vocations ce soir. Le métier de chercheur, c'est un beau métier, ça je vous le garantis, mais c'est un métier qui est difficile parce qu'il répond à un certain nombre de contraintes, d'exigences, mais il est exaltant. J'espère que je vous ai convaincu. Et donc là, on va quitter le monde marin, comme dans le sens de l'évolution, pour gagner le terrestre. Et c'est Gildas qui va vous parler de la flore terrestre. Merci Claude, bonsoir. Donc Gildas Gateblé, moi je suis botaniste à l'Institut agronomique calédonien. J'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui était valorisation des plantes endémiques de Nouvelle-Calédonie pour leur domestication et leurs usages en aménagement paysager, en plantes ornementales. Mais aujourd'hui, je vais essayer plutôt de vous dresser un portrait plus global de cette biodiversité terrestre en Nouvelle-Calédonie. Donc, comme le disait Valérie en introduction, on s'intéresse aux échelles spatiales et temporelles, surtout à une échelle de la biodiversité terrestre. Donc cette biodiversité terrestre en Nouvelle-Calédonie, comme on vous le répète très régulièrement, elle est très riche, cette biodiversité, mais elle est aussi le fruit, l'histoire d'une très longue évolution qui s'est passée au cours de plusieurs millions d'années. Donc dans ce contexte global, donc je rappelle ici, on a tous plus ou moins conscience de la cinquième grande crise d'extinction biologique qui a eu lieu à la fin du Crétacé, donc qui a vu la disparition des dinosaures. Donc ici, c'est une capture d'écran du film de la BBC, le fameux film de la BBC, Walking with Dinosaurs, qui montre je ne sais pas quelle espèce de dinosaure, enfin bref, qui est en train de s'abreuver aux chutes de la Madeleine. Donc c'est un film qui a été tourné en partie ici. Donc évidemment, à cette époque de la fin du Crétacé, la Nouvelle-Calédonie n'existait pas encore, elle était encore sous l'eau. Donc pour nous, en tant que biologistes, au niveau terrestre, on s'appuie sur d'autres disciplines, d'autres sciences, notamment la géologie. Les géologues nous disent que la Calédonie est un fragment du Gondwana qui a dérivé, qui s'est détaché de l'actuelle Australie, si on veut, et qui a dérivé, qui était sous l'eau pendant pas mal de millions d'années et qui a émergé. Donc, les géologues se sont accordés pendant pas mal de temps pour dire que la Calédonie plus ou moins actuelle a réémergé de l'eau il y a environ 37 millions d'années. Plus récemment, il y a un géologue local qui parle plutôt de 60 millions d'années. Donc, durant cette période du Paléogène, donc après la cinquième grande crise d'extinction. Donc à la limite, peu importe, hein, enfin, ça a quand même une importance, 60 millions ou 37 millions d'années, c'est quand même important. Mais donc, du coup, nous, en tant que biologistes, on essaie de comprendre et d'expliquer comment cette biodiversité terrestre elle est arrivée en Nouvelle-Calédonie et pourquoi on arrive à avoir ce haut lieu de biodiversité. Donc on peut l'expliquer par différents facteurs.
Donc si la Calédonie était sous l'eau et distante des autres îles ou continents voisins, l'explication, c'est que les plantes, les animaux, etc., la biodiversité terrestre, a colonisé la Nouvelle-Calédonie par ce qu'on appelle la dispersion à plus ou moins longue distance. Donc à partir de l'Australie, de la Papouasie aussi, au niveau terrestre, qui est aussi un des hauts lieux majeurs dans le monde, cette biodiversité a progressivement arrivé en Nouvelle-Calédonie et par des phases d'extinction, de spéciation, c'est-à-dire apparition d'espèces, au cours de ces millions d'années. À l'époque du Néogène, on sait aussi, où les géologues et climatologues nous disent qu'il y a eu des gros événements géologiques et climatiques qui ont favorisé ce qu'on appelle l'apparition de nouvelles niches écologiques, c'est-à-dire des environnements qui étaient nouveaux. Donc c'est les espèces qui sont arrivées au cours de ces millions d'années, elles ont réussi à coloniser, à s'implanter sur le bout de terre qui était émergent, et ensuite à s'adapter pour évoluer et coloniser les différents milieux. Donc ici, on a un exemple de radiation qui est importante, c'est dans le genre Xera, qui est un genre qui est quand même très récent. C'est un genre qu'on estime est arrivé il y a environ 4-5 millions d'années, donc c'est quand même assez récent par rapport à d'autres clades, d'autres espèces, et qui a radié et qui, en 4-5 millions d'années, a été capable de se diversifier en près d'une quarantaine d'espèces différentes d'un point de vue morphologique qui ont colonisé les différents milieux. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que donc, cette fois-ci, c'est les archéologues nous disent que l'homme est arrivé en Nouvelle-Calédonie il y a environ 3000 ans. 3000 ans, bon, j'ai essayé de le mettre sur la pointe de la flèche, mais ça ne représente même pas la pointe de la flèche sur cette grande frise évolutive des temps. Et donc en moins de 3000 ans, l'homme a eu un impact extrême sur cette biodiversité qui fait qu'on arrive maintenant à ce qu'on appelle la 6e grande crise d'extinction massive des espèces. Maintenant, je vais vous parler plus de l'acquisition des connaissances. Donc c'est la science, comme le disait Claude, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui est long, et les connaissances sont encore très imparfaites actuellement en Nouvelle-Calédonie et ailleurs aussi dans le monde. Donc sur cette frise, j'ai essayé de retracer sur la partie plante l'évolution des connaissances. Donc depuis l'arrivée de Cook et les expéditions d'Entrecasteaux, on avait à peu près une 50aine d'espèces qui ont été décrites à l'époque après l'expédition de Cook. Et en 2020, on arrive à plus de 3400 espèces de plantes en Nouvelle-Calédonie. Et ce qui est aussi important de montrer, c'est qu'on a publié une étude l'année dernière où on a montré qu'en moyenne, en Nouvelle-Calédonie, on décrivait une espèce nouvelle de plante chaque mois. Donc ça représente un travail qui est quand même conséquent, de décrire, de publier, de documenter cette biodiversité. Et pour finir, ce qui est aussi important dans les sciences, donc là j'ai parlé beaucoup espèces, mais ce qui est aussi important, c'est de comprendre les liens entre les espèces, et aussi de comprendre le passé. Donc comprendre le passé et ce qui se passe actuellement peut nous permettre de mieux comprendre ce qui peut arriver, et donc d'anticiper l'avenir. Donc ici, toujours sur un groupe de plantes, sur un groupe les Oxera, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. On a séquencé le génome entier d'une espèce d'Oxera, et à partir de ce génome, on arrive à retracer les grandes fluctuations passées des populations, c'est-à-dire combien il y avait à peu près d'individus il y a 100 000 ans, il y a 1 million d'années, il y a 500 000 ans, et pour essayer de comprendre dans quelle dynamique les espèces sont actuellement. Et en faisant cette étude, on s'est aperçu qu'une espèce qui était a priori bien connue des scientifiques depuis la fin du 19e siècle, une Oxera qui est assez commune dans le sud, et en fait on s'est aperçu d'un point de vue génétique qu'il y avait deux espèces bien différentes et qui vivaient en sympatrie. Donc moi qui suis spécialiste de ce groupe-là, j'avais attribué ça à juste de la variabilité morphologique, mais pas à un niveau spécifique. Et en fait, on a vraiment deux espèces morphologiques qui sont distinctes et qui
au niveau de la biologie florale, de la corolle, de la forme de la fleur, montre que, a priori, l'hypothèse, ça serait qu'on ait des méliphages, soit le même mélifage, ou soit un mélifage différent, qui pollinise les deux espèces. Et donc, c'est ce qu'on a, d'un point de vue scientifique, c'est ce qu'on appelle la spéciation en sympatrie. Donc, c'est quelque chose de très rare au niveau mondial. Une espèce, en général, apparaît, donne naissance à deux espèces quand il y a une barrière géographique qui se crée, et au fil du temps, ces deux espèces divergent et ne peuvent plus se reproduire entre elles. Ici, on a une spéciation qui a eu lieu avec le même pattern de démographie passée, et qui a réussi à se maintenir. Et donc mon hypothèse, c'est que le mélifage sur une espèce, il se met le pollen sur la tête, et sur l'autre espèce, il se met le pollen autour du bec. Et même si ces deux espèces poussent exactement, ça c'est une liane, les deux espèces peuvent s'enrouler l'une dans l'autre, mais il n'y a aucun croisement. On voit au niveau de la génétique qu'il n'y a quasiment pas d'échange de gènes entre les deux espèces, alors que par contre, au sein d'une même espèce, entre Yaté et Tsumac, etc., on a des échanges de gènes. Voilà, je conclurai là-dessus mon propos. Est-ce que vous avez des questions pour Claude ou pour Gilda ? Non, pas de questions ? Merci. Ce pays est à l'évidence un paradis pour les découvreurs. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas plus de chercheurs, de passionnés qui soient dans ces belles montagnes, dans ces belles eaux? C'est parce que ce type de lieu, il y en a ailleurs aussi. Parce que quand on vous entend, quand on voit ça, c'est assez merveilleux. Et pourtant, il n'y a pas des dizaines, des centaines de passionnés. Comment est-ce qu'on l'explique sur le fait de découvrir encore des choses? Si, détrompez-vous, la Nouvelle-Calédonie passionne, en tout cas pour le monde marin. Les gens ne sont pas installés à demeure, mais il y a énormément de campagnes océanographiques qui se réalisent dans ces eaux. Et vous avez notamment entendu parler de La Planète Revisitée, qui est un énorme programme mené par le Muséum, qui étudie aussi bien les abysses, parce qu'ils sont spécialistes de la faune profonde, mais également des petits fonds. Et chaque année, en tout cas au cours des 2 ou 3 dernières années, ils ont organisé des missions, des expéditions où ont participé plus de 150 chercheurs. Et évidemment, ces collègues publient et y contribuent. N'imaginez pas que c'est Gilda, c'est moi-même qui... décrivons toutes ces espèces. Non, c'est un travail collaboratif et il y a une contribution énorme de la part de collègues aussi bien du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, mais également des collaborateurs étrangers. Et là, peut-être que Gildas pourrait en dire un mot sur la flore terrestre. Oui, c'est vrai que peut-être comparé à nos voisins australiens, il y a un pool de connaisseurs ou d'amateurs éclairés qui est quand même plus restreint que chez les collègues australiens. Il y a aussi un article scientifique qui a montré aussi que l'effort de recherche qui était conduit en fonction des pays permettait justement d'améliorer les connaissances, et plus l'effort de recherche, de financement de la recherche est conséquent, et plus forcément les chercheurs arrivent à publier. Donc Claude parlait de la Papouasie, même au niveau terrestre, la Papouasie, a priori, c'est aussi le hotspot mondial en termes de biodiversité terrestre, sauf que les moyens de financement de la recherche et les chercheurs qui sont sur place, les moyens sont quasiment inexistants. Donc ce que la Papouasie-Nouvelle-Guinée pourra montrer dans les années à venir risque d'exploser toutes les statistiques qui sont connues actuellement.
Oui, moi, c'est ce que je voulais ajouter, c'est que la recherche, ça prend du temps, ça prend beaucoup de moyens. Alors, même s'il y a encore un tas de choses à découvrir, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde toute cette zone un petit peu Asie-Pacifique, quand même, les deux territoires que sont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française font partie des endroits où il y a les plus grandes, les plus solides infrastructures de recherche et où, même s'il y a encore tout un tas de choses à faire, la biodiversité est actuellement la mieux décrite et la mieux connue, même s'il y a encore du boulot, de toutes ces îles du Pacifique. Donc c'est pour illustrer le fait que cette question de moyens humains et matériels et financiers est très importante. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, on communique sur nos résultats, on écrit des articles, on les publie, on fait des conférences spécialisées ou de vulgarisation. Mais il y a aussi un autre gros travail du chercheur, c'est chercher des sous pour faire sa recherche, pour payer des gens pour l'aider à travailler dans le laboratoire, parce qu'un soir, on est à la fête de la science, à un autre moment, on est en train de faire cours pour ceux qui, comme moi, sont enseignants-chercheurs, à un autre moment, on fait un certain nombre de choses différentes, et la recherche, ça prend du temps et de l'argent. Et on écrit aussi beaucoup de programmes de recherche pour trouver des financements. Et le même genre, d'ailleurs, d'expédition qu'a décrite Claude pour la biodiversité marine a eu lieu ici, au Vanuatu, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, organisé par le Muséum d'histoire naturelle. Et chaque fois qu'ils viennent quelque part, ils découvrent et ils décrivent de nouvelles espèces. Ceci dit, il y a quand même quelque chose de vrai dans ce que monsieur vient de dire. Nous, on aimerait être 10 fois plus nombreux, voire 50 ou 100 fois plus nombreux, et il y aurait de la place pour tout le monde. Donc là, vous pointez quand même du doigt un problème qui est d'ailleurs alarmant, parce qu'on voit décroître les recrutements, quels que soient les instituts, les universités. Donc il y a un vrai souci de la place de la recherche dans la société d'aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose d'indéniable, je veux dire, mais qui dépasse largement le cadre néo-calédonien. Et il est certain que, pour vous donner... Alors, c'est toujours compliqué de comparer, mais si on compare avec l'Australie, puisque c'est quand même une barrière corallienne importante, la force en Nouvelle-Calédonie, elle est zéro, elle représente moins d'1% en comparaison. Donc c'est sûr qu'il y aurait matière à avoir ici bien plus de chercheurs. Mais, comme l'a dit Valérie, ça suppose des moyens, ça suppose des postes, ça suppose des tas de choses. Mais c'est bien d'avoir posé la question, ça nous permet d'attirer l'attention sur les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Donc merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, alors ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de commencer par regarder un petit exemple de purification de l'eau. Qui va nous permettre d'introduire le travail de l'association Noé. Puits de carbone, production d'oxygène, d'aliments et même de médicaments. Les forêts sont source de vie pour les êtres vivants. Elles ne cessent pourtant de disparaître à travers le monde en raison des activités humaines, des feux et des espèces envahissantes. Et avec elles, les biens et services qu'elles nous procurent. La Nouvelle-Calédonie, qui abrite une biodiversité remarquable et unique au monde, ne fait pas exception. Plus de 60% des forêts d'origine ont été détruites depuis l'arrivée de l'homme. L'association Noé œuvre depuis 10 ans en Nouvelle-Calédonie pour la préservation des forêts humides et des maquis miniers, les deux milieux terrestres les plus riches et originaux du territoire, à travers la protection des palmiers et conifères endémiques. La protection de ces espèces emblématiques du patrimoine naturel et culturel calédonien permet en effet la sauvegarde de leur habitat et de toutes les autres espèces inféodées à ceux-ci. En 2019, en concertation avec les populations et autorités locales, Noé a réalisé une expédition sur une des dernières zones terrestres préservées du territoire néo-calédonien, la Côte oubliée. Une région sauvage entre Thio et Ounia, véritable refuge pour la biodiversité calédonienne. Elle n'est cependant pas épargnée par les dégradations environnementales dues principalement aux activités minières et aux incendies. Aujourd'hui, on recense 13 500 hectares de terrains dégradés sur le littoral, où s'accentue l'érosion des sols, impactant la santé des forêts, des rivières et du lagon. Mais que sait-on de cette biodiversité et comment la protéger ? Les forêts du Sud
sont extrêmement fragmentés. Et on sait aujourd'hui qu'une forêt fragmentée n'a pas le même rôle, n'a pas les mêmes fonctions, ne va pas assurer autant de services écosystémiques qu'une forêt non fragmentée. On dit souvent que la côte oubliée, elle n'est pas oubliée pour tout le monde, dans le sens où les parties basses sont très dégradées, il y a des feux chaque année, c'est très problématique pour cette partie littorale. On a quand même pas mal de connaissances en termes d'occurrence d'espèces. Les espèces qui sont présentes sont connues. Là où il y a des lacunes, c'est au niveau de la distribution de ces espèces. C'est plus ces connaissances qui vont nous manquer pour vraiment avoir des données de qualité pour protéger les espèces. L'association Noé s'est ainsi fixé l'objectif d'obtenir des données actualisées et robustes sur l'état de santé des araucarias présents sur le littoral de la côte oubliée, et plus spécifiquement de 2 espèces, Araucaria luxurians et Araucaria scopulorum. 2 conifères menacés d'extinction selon la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ces données permettront à Noé d'élaborer des plans d'action pour répondre aux besoins de protection ou de restauration écologique de leur peuplement. Par ailleurs, lorsque les maquis et les peuplements d'Araucaria sont dynamiques et en bonne santé, ils créent une ambiance propice à l'installation d'autres espèces forestières et, à long terme, favorisent la reconquête de la forêt sur les zones dégradées. Pour cette mission, Noé s'est constitué une équipe de 6 personnes qui a longé et exploré le littoral de la côte oubliée et les îlots de la baie de Port-Bouquet pendant 6 jours. Vu que l'accès à terre est difficile, on a décidé d'utiliser le voilier comme plateforme d'observation. La mission se divise en 2 parties. Depuis Ounia jusqu'à Petit Borindi, on était sur une observation visuelle, donc depuis le bateau. On lançait le drone pour pouvoir se rapprocher suffisamment. Ah oui, c'est une population qui est dynamique. Hein. Il revient. Ça nous donne les points GPS, donc un référencement spatialisé, pour pouvoir après les cartographier. Puis on pourra faire toutes les populations qu'il y a là, quoi. Parce que là, il y en a quand même beaucoup, là. Hein. On peut se mettre à terre ici, nous? Pour lancer dans... Ouais, comme ça, on décolle d'en bas. Sur les petites populations d'Araucaria, on essaie de faire une photo par arbre. Ouais, sur les grosses populations, il y a des populations qui font entre 300 et 500 individus quand même. Là, on fait une photo générale et après, on traite la photo sur ordinateur pour dénombrer le nombre d'individus. Après, à Petit Borindi et dans la baie de Port-Bouquet, là où il y a beaucoup de populations, d'Araucaria luxurians et scopulorum, on fait des prospections à terre. Du coup, ce qu'on fait là, c'est matérialiser un quadrat, c'est dessiner un grand carré dans la forêt pour délimiter une zone dans laquelle on va étudier le nombre d'individus de l'espèce cible et après faire une évaluation aussi des autres espèces de plantes qui évoluent avec les Araucaria. Mais ce que tu as vu, c'est quand même un peu marrant parce que là, il n'y a pas du tout de végétation, mais quand tu vas autour du cadre qu'on a fait, là, regarde, il y en a tout plein partout après. Ce qu'on voit spontanément, en fait, là, c'est que il y a des individus adultes, beaucoup, des individus qui sont entre 2 et 5 mètres en grande quantité. Et après, quand on passe dans des tailles plus petites, on n'a plus rien du tout, on n'a pas beaucoup de plantules. Déjà, on voit qu'il y a un petit souci dans la régénération parce qu'il manque certains stades. On remonte sur le bateau puis on fait le tour jusqu'à l'autre plage. Et l'autre population qui est derrière. C'est bon? Ouais, carrément. Ok. Alors, la mission, c'était de les accompagner, Luc, pour le drone, de montrer les endroits où il y a les pins, là. C'est un grand arbre, quoi. Il représente les endroits tabous, ou les tribus, ou les endroits où, quand quelqu'un vient de loin, ben, on le voit de loin. Ça a beaucoup changé. Ouais, tout le littoral, là, c'est... J'espère que ça va être préservé pour notre environnement, pour le lendemain, pour nos enfants qui verront des pins toujours ici, verront pas dans les livres. Ils verront toujours verdoyant, quoi. Ah, c'était chouette comme mission. Ah, j'ai bien aimé. Ah ouais.
Cette première expédition de Noé sur la côte oubliée a permis de collecter de nombreuses données inédites sur les forêts littorales, les araucarias et leur état de conservation. Tous les habitants et autorités locales de cette région ont les moyens de participer activement à la sauvegarde de ce patrimoine. Quant à Noé, l'association explorera sans aucun doute de nouveaux sites de cette côte hors du temps et singulière, afin de continuer à agir pour la préservation des forêts, l'avenir de notre planète et des générations futures. En fait, cette première étape d'acquisition des connaissances donc, scientifiques qui vous ont été présentées dans le film, c'est vraiment une étape préalable, indispensable pour pouvoir mettre en place des projets de conservation et de restauration de la nature. Donc ici, je vous ai juste mis la carte qui est un des résultats qu'on a obtenus suite à l'étude qu'on a réalisée, qui a été décrite dans le reportage, et où on peut voir en fait donc dans la baie de Port-Bouquet l'état de santé des différents peuplements d'Araucaria et aussi les menaces qui pèsent sur ces peuplements. Et donc en fait finalement cette phase d'acquisition des connaissances, elle nous permet deux choses. La première, c'est de prioriser les actions, puisqu'on peut voir, les zones où les peuplements sont en plus mauvaise santé, donc les zones rouges, oranges et marron. Donc on sait là où il faut agir en priorité. Et surtout, on sait aussi comment agir, puisqu'on peut voir donc les menaces qui pèsent sur les peuplements. Donc ici, sur l'Araucaria scopulorum, on a vraiment un déficit de semis. Donc il n'y a plus du tout de semis, certainement dû au fait que les populations sont très petites, donc elles ne peuvent plus se reproduire. Donc là, l'action qui pourrait être menée, c'est de l'enrichissement par de la plantation. Après, donc ici sur l'îlot Nemu, pour l'Araucaria luxurians, on a un problème de prélèvement de plantules à destination de la production forestière. Donc une des actions à mener, ça serait tout simplement de réduire le prélèvement de ces plantules. Et surtout, on a vraiment une grosse problématique avec les espèces exotiques envahissantes, et donc le cerf ici, qui empêche la régénération d'un grand nombre de peuplements. Et donc voilà, là, l'action à mettre en place, c'est vraiment de lutter contre ces espèces exotiques envahissantes, notamment par des actions de chasse. Donc voilà, donc en fait cette phase d'acquisition des connaissances, c'est ça qui nous permet de nous appuyer sur des données solides, qui nous permettent ensuite de monter des projets et de trouver des financements pour pouvoir les mettre en œuvre et agir pour la conservation et la restauration de la biodiversité. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on enchaîne avec justement des exemples de recherche, de programmes de recherche autour de cette biodiversité et de sa conservation et d'application? Bon, je propose qu'on enchaîne et on posera les questions après les interventions de mes collègues. Donc je passe la parole à Bruno. Merci Valérie. Alors juste, moi, l'objectif principal de ma présentation, c'est de vous montrer comment justement les recherches qui sont menées, ces recherches fondamentales, qui correspondent à l'acquisition de connaissances, qui correspondent également à comprendre comment fonctionnent les espèces et les écosystèmes, comment cet ensemble permet ensuite d'avoir une meilleure gestion de l'environnement, en particulier dans le cadre de sa conservation, mais aussi dans le cadre de sa restauration qui en général est utile lorsque cet environnement a été impacté d'une manière plus ou moins forte. Donc là, en quelques minutes, je vais vous présenter quelques exemples de ce en quoi les travaux menés en Nouvelle-Calédonie permettent
justement de répondre à des besoins concernant de l'application en appui à ces différents niveaux. Alors je vais commencer par la conservation avec quelques données sur ces espèces terrestres. En Nouvelle-Calédonie, on a estimé, enfin en particulier le RLA, c'est-à-dire la Red List Authority, ce groupe d'experts qui est reconnu aujourd'hui par l'Union nationale de la nature, a estimé que 43% des espèces natives présentes en Nouvelle-Calédonie étaient en menace d'extinction, c'est-à-dire qu'elles étaient justement menacées. Et plus encore, 60% de ces espèces sont présentes sur sol minier. Alors attention, sol minier ne signifie pas que ces sols soient obligatoirement exploités par la mine, hein, ce sont les sols rouges, pour certains exploités par la mine. Alors la mine, on pense souvent que c'est l'un des impacts les plus importants, mais lorsqu'on regarde en fait les menaces qui concernent ces espèces, en réalité on constate que la mine n'est pas obligatoirement le plus important, le feu, mais également les espèces envahissantes ont un rôle important dans la déstructuration, dans la dégradation des espèces, en particulier des espèces rares. Alors comment la recherche vient en appui justement pour essayer de conserver ces espèces et surtout les espaces dans lesquels elles se développent? Alors ça passe par différentes étapes, on en a parlé dans le milieu marin, Gilda en a parlé également, on l'a vu au travers du film. La prospection des populations d'espèces rares et menacées est quelque chose d'important puisqu'il permet d'évaluer la distribution de ces espèces, leur localisation et en même temps on peut observer sur le terrain leur phénologie, c'est-à-dire suivre les périodes pendant lesquelles elles vont fleurir et les périodes pendant lesquelles elles vont également fructifier, ces éléments pouvant servir ensuite dans le cadre de la production de ces espèces, on le verra un petit peu après. Ces éléments qui sont obtenus sur le terrain mais également reliés à d'autres éléments comme les herbiers qui ont été accumulés pendant des dizaines d'années, permettent de définir par exemple des zones prioritaires qui peuvent être prospectées, donc des zones encore peu connues, ou encore des zones à protéger. Ici, vous avez le résultat d'un travail qui a été mené dans le cadre d'une thèse et qui a permis de mettre en évidence ce qu'on appelle des hotspots de micro-endémisme, c'est-à-dire des zones très particulières de Nouvelle-Calédonie où des espèces micro-endémiques se développent, et là où il y en a le plus, c'est ce qu'on appelle des hotspots de micro-endémisme. Alors ici, vous avez l'exemple de la province sud, avec 14 hotspots qui ont été trouvés dans cette zone de la province sud, dont 10 sur sol minier, hein, on revient à ce chiffre important sur sol minier, et ce qui est important de voir, c'est si ces espaces sont déjà protégés. Et en réalité, on constate que 7 de ces hotspots sont déjà protégés, donc il resterait des zones éventuellement à protéger au niveau de ces milieux. Donc ça permet d'orienter bien évidemment le choix des gestionnaires de l'environnement. Le même travail a été fait évidemment en province nord, mais je n'ai pas le temps de vous présenter l'ensemble des travaux qui ont été menés. Au cours de ces expéditions, je vous le disais, on fait du suivi de floraison et de fructification et on peut collecter ainsi les graines. Alors les graines, on étudie leur germination, leur structure, la façon dont elles sont constituées et on cherche le moyen de les faire germer au mieux. Et l'ensemble est ensuite utilisé pour vulgariser entre guillemets les résultats et faire ce qu'on appelle des fiches techniques. Ces fiches techniques sont ensuite fournies aux pépiniéristes ou aux mineurs, par exemple, pour produire ces espèces. L'intérêt étant à terme de faire du renforcement de populations existantes dans le milieu naturel, voire même de faire ce qu'on appelle de la conservation ex situ, c'est-à-dire qu'on va planter ces espèces rares dans des environnements qui sont protégés, comme les parcs et réserves, le parc de la Rivière Bleue, le parc des Grandes Fougères, etc., etc. Et enfin, tous les éléments qui ont été obtenus dans le cadre de ces travaux font l'objet d'une base de données avec deux entrées, une entrée restreinte qui est accessible au grand public, et puis une entrée plus large pour les gestionnaires des provinces en particulier, par rapport aux choix qu'ils doivent mener dans le cadre d'autorisation d'exploitation et autres, par exemple pour les mineurs. En ce qui concerne la restauration écologique, là aussi quelques exemples. Alors pourquoi on a travaillé beaucoup sur la restauration écologique? Bien parce que, encore une fois, on en a parlé, les impacts de l'homme sont importants. Juste quelques éléments sur l'impact minier en Nouvelle-Calédonie. Vous voyez le chiffre qui a été donné ici par la DIMINC, évalué en 2008, c'est 20 000 hectares qui ont été impactés par la mine de manière directe ou de manière indirecte. Et si on regarde ce qui a été fait entre 1971 et 2008, c'est 365 hectares revégétalisés. Donc vous voyez qu'on a encore un petit peu de travail à ce niveau-là, sachant que certaines zones sont compliquées à revégétaliser, voire très très compliquées. Aujourd'hui, ces chiffres évoluent, hein, puisqu'il y a de nombreuses méthodes qui sont aujourd'hui employées pour la restauration écologique. Donc ça passe par la plantation, par l'utilisation de l'hydroseeding, donc cette méthode qui
consiste à projeter des graines sur de grandes surfaces par un espèce de camion de pompiers. Et puis l'utilisation également du topsoil, c'est-à-dire cette couche de sol qui est en surface des zones qu'on va décaper pour l'exploitation minière et qui est une couche importante, les 20 premiers centimètres en général, qui est une couche importante parce qu'elle contient la banque de graines, des micro-organismes, de la matière organique, et donc on peut l'utiliser pour faire de la restauration écologique. Donc vous voyez que ces chiffres ont évolué avec aujourd'hui 150 hectares qui sont impactés par an, mais on arrive quand même à végétaliser 56,5 hectares. Donc on a fortement évolué, mais il y a encore évidemment de la marge de manœuvre. Et c'est là où la recherche intervient pour aider justement à optimiser les mécanismes dans le cadre de cette restauration écologique. Alors quelques exemples encore très rapides. Encore une fois, on en revient à la germination. Bon, c'est un peu ma spécialité, donc c'est pour ça que j'en parle. Mais la germination, bien évidemment, c'est quelque chose d'important puisque ça permet non seulement de connaître les graines, de pouvoir les faire germer, et puis ça permet de fait d'optimiser la production des plants en pépinière, mais également d'optimiser l'ensemencement hydraulique dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc cette projection de graines sur de grandes surfaces. Autre élément sur lequel on a travaillé en recherche, c'est la maîtrise de la croissance. Donc là, on regarde en utilisant des intrants, donc c'est-à-dire des engrais, ou en utilisant des engrais minéraux ou organiques, ça peut être des engrais classiques, ou encore des bouts de stations d'épuration qui peuvent être recyclés dans ce cadre-là. On regarde l'impact que ça a sur la croissance de ces plantes afin d'optimiser cette croissance et d'obtenir une meilleure installation des plantes dans le cadre de la restauration écologique. Le topsoil, je vous en ai parlé, cette couche de sol, donc je ne la redéfinis pas, mais le travail qui a été mené, il y a un gros travail qui a été mené sur le topsoil, à la fois pour évaluer sa capacité naturelle de régénération, c'est-à-dire voir les graines, ce qu'elles peuvent donner à partir de ce topsoil, est-ce qu'on est capable de restaurer la biodiversité de la zone qu'on avait décapée avant, c'est-à-dire si on avait 500 espèces, qu'on retrouve ces 500 espèces. En réalité, on ne retrouve pas les 500 espèces, on retrouve entre 10 et 20% des espèces d'origine, ce qui est assez faible, mais c'est un bon départ pour ensuite apporter des espèces également par plantation. Donc ça a permis de voir sa capacité naturelle de régénération, mais ça a permis également de définir les conditions optimales d'utilisation de ce topsoil, c'est-à-dire à quelle période le prélever, à quelle période l'étaler, comment le stocker, etc., pour qu'il soit le mieux utilisé possible dans le cadre de cette restauration. Enfin, très récemment, les recherches sont orientées vers des visions, avec une vision paysagère et les traits de vie, c'est-à-dire qu'on va croiser les traits de vie des espèces végétales, voir comment elles sont dispersées, par exemple, si elles sont dispersées par le vent, par les oiseaux, les roussettes, etc., les distances de dispersion, et on croise ça avec la mosaïque des végétations encore existantes, avec comme objectif de pouvoir proposer des plans de restauration qui prennent en compte la remise en place de continuité écologique entre des zones qui sont aujourd'hui isolées pour les reconnecter entre elles. Donc là, il y a une vision plus spatiale de la restauration écologique. Et l'ensemble de ces données, ce qui est aussi important, et ça a été répété plusieurs fois, eh bien, on essaie de le vulgariser, de le transférer. Donc ça passe par des guides techniques comme ici, évidemment, des guides techniques comme celui-ci que l'on a fait assez récemment. Ça passe également par la sensibilisation du grand public, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis ça passe aussi par le partage avec des collègues scientifiques, donc avec des conférences par exemple organisées, puisque bien entendu, que ce soit la conservation ou la restauration de la biodiversité, c'est un travail qui nous concerne tous et l'ensemble des gens doivent participer activement à ceci. Voilà, en espérant vous avoir montré un peu les applications de la recherche au travers de ces quelques exemples. Alors, je vous propose qu'on enchaîne ces deux interventions qui sont liées, puisque là, on vient de voir la recherche au service de la conservation et de la restauration, et on va voir un exemple de restauration et de transfert aussi vers les biotechnologies innovantes. Bonsoir. Donc, en ce qui me concerne, à la suite donc, de ce qu'a exposé mon collègue Bruno, je vais essayer de vous montrer comment une science donc, qui s'appelle l'écologie microbienne peut aider à améliorer donc, les techniques de restauration des milieux naturels dégradés en Nouvelle-Calédonie en particulier. On a vu donc que les milieux naturels en Nouvelle-Calédonie, mais c'est le cas dans toutes les îles, sont extrêmement fragiles et notamment qu'ils étaient menacés par les feux et par l'exploitation minière en particulier. Alors, qu'est-ce que l'écologie microbienne? C'est en fait essentiellement l'étude des interactions entre la plante, le sol en tant que substrat
et les micro-organismes ou les microbes qui vivent à l'intérieur de ce sol et qui sont, comme on l'a vu tout à l'heure, extrêmement nombreux. Donc l'exemple, les photos que vous avez ici montrent que on a donc deux photos qui correspondent à une expérimentation sur terrain, qui montrent ici une parcelle plantée avec une espèce de maquis minier par des techniques habituelles, et ici une parcelle qui a été enrichie avec des champignons mycorhiziens sélectionnés, plus des bouts de station d'épuration. Donc les deux, la combinaison des deux joue de manière complémentaire et on obtient une multiplication de la croissance par 8 environ. Alors, pourquoi est-ce que les micro-organismes arrivent donc à améliorer le développement des plantes? C'est quelque chose d'extrêmement complexe et qui nécessite de nombreuses années d'études. Ce n'est pas juste des tâtonnements. Alors, je vais vous donner juste 2-3 éléments et puis vous pourrez poser des questions pour approfondir un petit peu la chose. Le rôle le plus important des microbes du sol, c'est le fait qu'ils pourrissent la matière qui tombe sur le sol, c'est-à-dire tous les êtres vivants, que ce soit des litières ou des cadavres d'animaux qui tombent sur le sol, eh bien, ce sont les micro-organismes du sol qui les pourrissent et ça produit donc la matière organique qui est dans le sol et qui est ensuite transformés complètement par les micro-organismes pour devenir des éléments minéraux, pour donner des éléments minéraux. Et ces éléments minéraux ne sont rien d'autre que les éléments nutritifs de la plante. Ça, c'est le rôle principal. Le deuxième rôle, un autre rôle, c'est qu'un certain nombre de bactéries qui vivent au niveau des racines prélèvent l'azote de l'air et l'intègrent dans le sol sous forme d'ammoniac, et dans les racines en particulier, et la plante peut donc le prélever directement. Un autre aspect extrêmement important également, c'est le fait qu'il existe un certain nombre de champignons dits symbiotiques qui produisent ce qu'on appelle des mycorhizes et qui sont donc des champignons qui vivent dans les racines ou autour des racines des plantes et qui aident les plantes à se nourrir en différents éléments, phosphore, azote, potassium, calcium, etc. Également prélèvement de l'eau dans le sol, parce que le sol est souvent soumis à des dessiccations successives, c'est-à-dire à des dessèchements réguliers, et donc les champignons vont aider à ramener l'eau vers la plante. En plus de ça, ces champignons aident les plantes à résister aux métaux en étant carrément des barrières à l'entrée des métaux dans la plante. Alors, en termes de recherches qui ont été réalisées, il faut savoir qu'il y a 25 ans seulement, eh bien, il n'y avait pas de connaissances sur la microbiologie des sols miniers en Nouvelle-Calédonie. Et il a fallu donc réaliser toutes les recherches depuis un peu plus de 20 ans sur ces aspects-là. Et ces recherches sont évidemment extrêmement importantes pour aboutir ensuite à des applications. Donc, recherche en termes de diversité microbienne et d'importance des différents groupes, c'est-à-dire quels sont tous les types de micro-organismes en quelque sorte qui existent dans ces sols. Vous avez ici une illustration d'une partie d'arbres phylogénétiques correspondant à des champignons mycorhiziens dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, il faut étudier les rôles de ces différents groupes microbiens et éventuellement leur complémentarité, parce que dans un écosystème, tous les groupes, que ce soit des micro-organismes ou d'autres êtres vivants, sont complémentaires. Et on a une illustration ici. Vous voyez ici, cette photo correspond à l'effet de la combinaison de 5 champignons mycorhiziens différents appartenant à 5 familles différentes. Et vous voyez que par rapport aux témoins où il n'y a pas de champignons, la croissance a été multipliée par 18 ici. Il y a eu également un certain nombre, donc une douzaine d'espèces nouvelles qui ont été décrites, espèces de bactéries et de champignons. Donc ici, vous avez l'exemple, par exemple, d'une bactérie Streptomyces yatensis, isolée de Yaté, qui correspond à un groupe de bactéries qui produisent énormément d'antibiotiques.
Vous avez également ici donc 2 espèces de champignons mycorhiziens à arbuscules qui sont parmi les 5 espèces utilisées dans l'expérience dont je viens de parler. Par ailleurs, donc, plusieurs projets de recherche ont été conduits en parallèle avec des entreprises minières et de revégétalisation pour améliorer les applications des techniques de restauration écologique des milieux. Bruno vous a montré tout à l'heure un guide sur la restauration écologique. Il y a eu également, non, il faut remonter en arrière. Oui, c'est bon. Un guide donc sur la restauration écologique. Et là, vous avez donc un guide sur l'utilisation du topsoil, qui provient de toutes ces études-là. Par ailleurs, donc, on a mis au point un logiciel qui permet aux entreprises et aux collectivités comme les provinces de noter, de donner une note finalement à une note de performance de la restauration des milieux. C'est-à-dire qu'une fois que l'entreprise a restauré un endroit, au bout de quelques années, 5 ans par exemple, elle peut faire une sorte de bilan de ce qui a été produit. Et en utilisant donc une petite enquête, elle rentre tous les éléments dans ce logiciel et le logiciel va lui donner une note de la qualité de la restauration qui a été produite. Et ceci n'est pas anodin du tout parce que la restauration, c'est quelque chose de très compliqué, la restauration écologique, puisqu'il y a de nombreux critères à prendre en compte. Et ce logiciel donc, fait une sorte de synthèse de tous ces facteurs et donne une note qui correspond à la progression de cette revégétalisation vers un système équilibré, un écosystème équilibré. Vous avez par exemple ici un exemple d'un site restauré il y a une douzaine d'années qui a été relativement bien restauré et qui est en train de commencer à ressembler à un vrai maquis minier. En ce qui concerne donc les recherches qui ont été faites sur les champignons mycorhiziens dont je vous parlais tout à l'heure, donc une vingtaine d'années de recherche ont abouti aujourd'hui à une formulation commerciale qui a des effets d'amélioration extrêmement importants sur les plantes sur terrain minier. Et ces champignons sont actuellement commercialisés par l'entreprise Ora Pacifica et vont être de plus en plus utilisés donc, au niveau de la restauration des milieux miniers. Voilà, donc merci de votre attention. Bien, voilà, donc nous, on a terminé la partie présentation de ce qu'on voulait un petit peu vous raconter ce soir. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui ? Bonsoir. Je voulais savoir par rapport à la dernière présentation qui a été faite, s'il y avait des passerelles qui avaient été faites entre les travaux qui ont été faits sur l'utilisation des mycorhizes sur sol minier, avec des passerelles notamment pour l'utilisation de ces mycorhizes plutôt sur des options agricoles, notamment sur les sols qui ont des faibles valeurs agronomiques, qui souffrent d'excès de magnésie, etc. S'il y a notamment avec ces entreprises qui développent justement des inoculums mycorhiziens, s'il y a eu des essais ou si au niveau d'INETC, vous avez fait des travaux aussi pour voir comment ça pouvait être valorisé en agriculture, pour notamment les problématiques de manque d'eau ou de faible valeur des sols. Merci. Oui, effectivement, les champignons mycorhiziens qu'on a sélectionnés ont été également testés sur des conditions de culture agricole. Et l'entreprise Ora Pacifica les utilise et les vend également aussi bien pour des pépiniéristes, pour l'horticulture par exemple, mais aussi pour des
des arbres fruitiers par exemple ou d'autres cultures. Et actuellement, pas mal d'entreprises ont acheté ces inoculums et ont fait des essais qui donnent des résultats souvent spectaculaires. Alors moi j'ai une question, parce qu'on m'a dit qu'aussi j'avais le droit de poser des petites questions. Ces inoculums qui sont commercialisés avec des micro-organismes qui ont été extraits d'écosystèmes différents et peut-être mélangés pour produire des inoculums performants, est-ce que si on les utilise en agriculture sur un sol différents, par exemple, admettant qu'on les ait prélevés sur maquis minier et qu'on les utilise sur un sol volcano-sédimentaire, est-ce que ce n'est pas aussi introduire de nouvelles espèces qui vont modifier l'écosystème initial sur lequel on travaille? Et est-ce qu'on doit se poser cette question ou pas du tout? On peut se la poser. En théorie, c'est clair que c'est une possibilité, mais en réalité, les choses, il n'y a pas de problème particulier. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on inocule un micro-organisme sur une plante, là c'est sur des plantes qu'on inocule, eh bien, le micro-organisme se développe sur le système racinaire de la plante et il n'envahit pas le sol parce que le sol est déjà occupé par plein d'autres micro-organismes et donc l'effet sur l'environnement est très faible. D'accord, merci. Et j'avais une autre question par rapport à une déclaration faite par Charline. Charline, tu disais que vous aviez des problèmes par certains endroits avec des plantules qui sont prélevés par des entreprises pour les faire pousser pour l'exploitation du bois. J'ai bien entendu ou j'ai rêvé? Oui, c'est à destination de la sylviculture. Voilà, donc est-ce que tu veux dire que cette entreprise X ou Y prélève dans des milieux naturels des plantules, les replante sur ses propres terrains pour les faire pousser à des fins d'exploitation? Je n'ai pas très bien compris ce que tu as voulu dire, mais ça m'a un peu inquiété cette phrase. Non, mais c'est parce que ce n'est pas évident de faire pousser les Araucaria luxurians à partir des graines. C'est plus facile à partir de plantules. Et donc, oui, effectivement, il y a des prélèvements de plantules qui sont faits comme ça. C'est plus facile de les faire pousser. Ça passe par la pépinière, hein, je pense. Ça, c'est la partie que j'ai compris que c'était plus facile. Mais ça m'a l'air pas bien. Disons que là, en tout cas, on a considéré que c'était une menace sur le peuplement, oui. D'accord. Donc, c'est une pratique que vous avez constatée. Voilà. J'ai une question de béotienne absolument totale. En regardant les choses un petit peu ces dernières années, en fait, on a toujours eu des arbres devant nous. Et puis tout d'un coup, ces arbres sont devenus autre chose. Ils se sont mis à avoir des relations entre eux, ils se sont mis à communiquer, les plantes se sont mises à envoyer des signaux quand elles étaient agressées, etc., etc. Bref, la vie s'est complexifiée, mais de manière hallucinante, c'est-à-dire que ce sont des études qu'on aurait pu faire avant. Peut-être, vu, c'est ça la partie béotienne, vu de l'extérieur, tout d'un coup on se dit, mais qu'est-ce qui a pu se passer au niveau des représentations des scientifiques? Alors on comprend mieux que c'est toutes ces recherches sur la biologie des sols, sur toute la complexité qui peut se passer entre les espèces, mais pourquoi tout d'un coup? Est-ce que c'est le changement climatique qui a vraiment aussi permis d'avoir beaucoup plus d'argent sur les relations entre les espèces et sur l'environnement de manière générale? Est-ce que ça correspond aussi à un changement de représentation de la nature et en particulier des plantes de manière globale à une échelle autre, mondiale, en tout cas d'un point de vue occidental, on va dire, parce que les représentations de la nature sont différentes de société à société. Voilà, je suis désolée, c'est vraiment une question basique, mais elle me trotte dans la tête depuis qu'on sait justement que les plantes communiquent entre elles, etc., et que les arbres sont en train de devenir autre chose. Éclaircir un petit peu ce point, c'est que ce qui est très important à bien comprendre, c'est que l'écologie est en fait une science assez récente.
C'est-à-dire que l'écologie n'a commencé à se développer finalement qu'à la fin du 19e siècle. Et ça fait à peine un peu plus d'un siècle et demi, enfin 2 siècles, on va dire, qu'elle s'est développée. Et donc, les connaissances ont progressé de manière assez lente. Et on a commencé à percevoir les effets les plus fins et les plus délicats, en quelque sorte, à percevoir que depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Donc, par exemple, tout ce qui est communication liée à des substances entre les plantes entre elles, mais aussi entre les plantes et les animaux ou autres, mais surtout entre les plantes, parce que je pense que tu parles un peu de ça, hein, de ces liens qui existent entre un arbre et les autres arbres à côté, et c'est justement lié aux champignons notamment qui sont au niveau des racines et qui permettent de transférer les signaux. Donc tous ces éléments-là, en fait, ont été découverts essentiellement depuis 15 à 20 ans, parce que les études moléculaires, ça nécessitait des études moléculaires quant aux signaux qui sont envoyés, et tout cela n'a été vraiment compris que depuis assez récemment, finalement. Si quelqu'un veut compléter. En fait, je voulais justement abonder dans le sens de Amir, parce que les techniques utilisées pour essayer de comprendre ce qui se passe actuellement entre deux espèces, etc., se sont affinées, se sont développées, alors qu'avant, on pouvait le constater, mais on n'avait pas les moyens encore de les voir. Notamment, quand tu parles de molécules, ce n'est que maintenant qu'on arrive à savoir ce qu'est une molécule, à l'étudier, etc. Je pense que c'est ça, surtout. Je remercie tous les intervenants pour la qualité de vos présentations. Je vais revenir sur une question qui me trotte à la tête par rapport aux questions que Valérie a présentées, auxquelles devaient répondre vos interventions. La question des échelles. Vous avez parlé de la question des échelles, et quand on voit les choses progresser, on a un pourcentage d'espèces découvertes qui ne représente même pas la moitié de ce qui n'est pas encore connu. Ça, c'est au niveau des espèces. Ensuite, quand on regarde les relations au niveau des champignons, donc une approche typiquement écosystémique, en lien avec le paysage, plus la restauration des sols, la question des échelles que vous avez posée au départ reste, je ne vois pas comment on pourrait la concilier dans un processus de préservation quand autant de choses ne sont pas connues, mais la menace est très forte sur ce qui est déjà connu. C'est une question que je pose à tous. Et est-ce que ça ne nécessite pas, pour rebondir sur ce que disait Françoise, une réorientation des recherches pour que les uns et les autres puissent croiser leurs points de vue? Et en plus, on ajoute par rapport à ce qu'apporteraient les champignons pour l'enrichissement des sols, la question de la production agricole, qui interpelle aussi la présence de l'homme dans ces écosystèmes. C'est à la fois une remarque, mais aussi une question à laquelle il va falloir que la recherche se penche. Je crois que Claude s'apprêtait à apporter, enfin, pas la solution, mais quelques éléments de réflexion. Une chose, en tout cas dans le domaine de l'acquisition de la connaissance, c'est-à-dire dans le concept où chaque espèce compte, c'est-à-dire voilà, l'intérêt de toutes les connaître. Une chose est certaine, c'est que le temps va contre nous et on n'y arrivera pas. Ça, c'est évident. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. Il disparaît quand même plus d'espèces que l'on en découvre. Quand je dis espèces, c'est micro-organismes, évidemment, compris. Alors, une des solutions qui aujourd'hui prend le pas quand même aujourd'hui, c'est la globalisation, c'est-à-dire au lieu de s'intéresser aux espèces prises séparément, c'est d'avoir une approche globale de la biodiversité, et notamment avec ce fameux outil dont tout le monde entend parler maintenant, le fameux ADN environnemental.
Donc ça se généralise, mais ça ne règle pas tous les problèmes. Parce que ça met au contraire, ça ouvre d'autres questions, et notamment sur l'existence de choses où on n'a même pas idée de quoi ça ressemble. Parce que quand on fait de l'ADN environnemental, bon voilà, c'est un code génétique qui est produit par la méthode, mais on n'a aucune idée, en tout cas dans le domaine marin, c'est sans doute vrai aussi peut-être dans le domaine terrestre, aucune idée de quoi l'individu ou à quoi l'individu ressemble. Donc ça pose d'autres questions, c'est-à-dire qu'on est capable avec ces approches globalisantes de multiplier par 10, par 100, par 1000 le nombre d'espèces, mais finalement sans être capable de les figurer. Et ça pose un problème. Et si je peux compléter le propos de Claude, et par rapport à ce qui a été dit, c'est vrai qu'on est, les développements scientifiques majeurs, on est à l'ère de ce qu'on appelle les omics, mais les méta-omics. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On va faire de la génomique, on va étudier tous les gènes. Tout l'ADN environnemental, c'est ça, on va étudier l'ADN de tout ce qui est présent dans un écosystème. C'est compliqué. Après, il y a des traitements bioinformatiques qui sont complètement délirants avec ce qu'on appelle des pipelines pour traiter la donnée. Et puis après, ce n'est pas parce qu'il y a un ADN d'un organisme qui est là que forcément l'organisme est toujours vivant ou est toujours présent au moment où on a fait le prélèvement. Son ADN peut être là, mais lui, il peut avoir disparu. Donc après, il y a des techniques qu'on appelle de métatranscriptomique. Ça, c'est les gènes qui s'expriment. Ou de métaprotéomique, on va chercher les protéines, parce qu'on sait que si ça s'exprime, c'est-à-dire qu'on retrouve de l'ARN ou des protéines, ça veut dire que l'être vivant, non seulement il est là, mais en plus, il fait quelque chose. Donc on peut savoir, avec la métagénomique, qui est là. Pour savoir qui fait quoi, il faut rajouter d'autres approches omiques qui, encore une fois, génèrent une masse de données apocalyptiques et qui sont extrêmement complexes à analyser. Parce que déjà, quand tu fais de la protéomique sur une graine, on a fait sur 2-3 graines avec Bruno sur Amborella, par exemple, ou sur Psychotria, mais pour interpréter les données d'un point de vue biochimique et moléculaire, pour dire qu'est-ce que ça veut dire dans la biologie de la graine, tu t'assieds, tu réfléchis un peu, et puis voilà. Donc, quand tu as la même masse d'informations pour tout l'écosystème, c'est quand même quelque chose de... C'est aussi performant que c'est complexe. Je voulais compléter un autre aspect, parce que ta question est extrêmement profonde en réalité. Elle pose une vraie question concernant la philosophie des sciences même. C'est-à-dire que la difficulté, c'est le fait que l'homme, la science actuelle, elle travaille de manière parcellaire, c'est-à-dire qu'elle étudie des points par-ci, par-là, elle éclaircit petit à petit les choses, mais elle n'arrive pas à tout éclaircir. Et on peut se poser la question, comment se fait-il que même en n'ayant que des parcelles de choses, on arrive quand même à avoir des applications qui peuvent être intéressantes. Mais il faut savoir qu'il y a quand même aussi beaucoup d'inconvénients liés à la science, c'est-à-dire que du fait même que la science est très parcellaire, la science produit aussi, enfin, au niveau de ses applications, un certain nombre d'effets néfastes qu'on constate. Par exemple, les toxicités qui apparaissent longtemps après, etc. Mais pour résoudre ça, la solution qui est en train d'être prise maintenant, c'est à la fois la pluridisciplinarité, c'est-à-dire essayer d'aborder un problème complexe par plusieurs facettes à la fois, pour maîtriser dans sa globalité. Et donc, les approches globales doivent être complémentaires des approches précises, spécialisées en quelque sorte. Bruno, tu oui, voulais moi, je voulais compléter ? juste compléter pour parler de manière un peu appliquée sur ce qui se fait sur la restauration écologique, dans ce que je vous ai présenté. Quand on regarde un peu l'historique de la revégétalisation et de la restauration écologique en Nouvelle-Calédonie, on voit très bien qu'on est parti au départ de l'étude de quelques espèces qui ont été utilisées de manière assez technique, assez facile, parce qu'on pouvait prélever les graines facilement, ça germait facilement, etc. Après, on a cherché à diversifier, mais on a continué à travailler au niveau de l'espèce. Et puis, on s'est rendu compte avec le temps que finalement, en travaillant par l'entrée espèce, on n'y arrivait pas. Donc, il a fallu intégrer les différents compartiments, les micro-organismes, les plantes. Et aujourd'hui, ce par quoi j'ai terminé en vous disant qu'on travaillait sur une vision spatiale. Aujourd'hui, l'un des derniers projets qu'on a réalisé, ce qui s'appelle le projet BioIndic, qui a été soutenu par le CNRT, il intégrait à la fois une vision gène, avec des flux de gènes entre les plantes, la recolonisation par les graines, comment les graines se dispersaient, comment les micro-organismes intervenaient pour l'installation de ces plantes. Donc on voit vraiment
le système dans son état complexe, le plus complexe possible, en faisant travailler les différents chercheurs de différents domaines ensemble. Et ça permet d'obtenir des éléments qui permettent d'avancer plus vite et plus loin dans la restauration écologique. On est passé, et ça c'est sur un pas de, c'est ce que disait Hamid, hein, sur un pas de 15-20 ans. Et on a été très vite finalement quand on regarde ce qui a été fait en Australie, qui a un recul plus important que nous, et en s'appuyant bien évidemment sur les travaux des collègues qui ont été menés en Australie et en les appliquant à la Nouvelle-Calédonie. Donc on voit que les problèmes d'échelle, on les prend au fur et à mesure de l'avancée des résultats, et finalement, oui, en effet, on va assez vite pour essayer de proposer des choses pratiques, et souvent à dire d'experts aussi, même si on n'a pas les résultats scientifiques systématiquement, on s'appuie aussi sur ce qu'on ressent et ce qu'on prévoit pour donner des indications. Et après, évidemment, la recherche permet de conforter nos idées d'experts. Bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, bah écoutez, on vous remercie tous d'avoir été présents. C'était, je pense, pour nous tous un plaisir de vous raconter un petit peu ce qu'on fait tous et comment on le fait. Merci beaucoup.